Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bazar Historique pour ce 15e épisode de Leçon d'Histoire. Alors j'ai vu que le précédent épisode sur la réforme grégorienne a beaucoup plu, donc aujourd'hui on poursuit cette série de sujets en lien avec la question d'histoire médiévale au CAPES d'histoire-géographie, donc le CAPES externe. Aujourd'hui, dans la continuité de l'épisode précédent, nous allons nous concentrer sur la querelle des investitures. Donc, je m'appuie bien évidemment toujours sur le Bréal de Studyrama sur cette question d'histoire médiévale pour la réalisation de cet épisode. Donc, si vous avez des questions en lien avec le CAPES, avec la préparation des épreuves, etc. Si vous êtes en M2 et que préparer le CAPES vous intéresse dès la rentrée prochaine, on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de problème, ou alors sur les réseaux sociaux, @bazar historique, Instagram et TikTok. Voilà, donc c'est tout pour le petit instant promotion, et prenez votre boisson chaude, car sans plus tarder, c'est parti pour ce nouvel épisode. En Occident médiéval, le pouvoir se pense jusqu'au XIe siècle tel qu'il a été façonné par les Carolingiens. Il s'exerce tout en associant le pouvoir royal, le temporel et épiscopal, donc le pouvoir spirituel. L'équilibre des deux signifie l'harmonie au sein d'un gouvernement. Or, comme nous l'avons dit dans le précédent LDH, les réformateurs grégoriens, en réalité les réformateurs tout court, luttent contre cette conception héritière des écrits de Gélas Ier, qui a été pape entre 492 et 496 de notre ère. À la cour de Charlemagne, les théoriciens du pouvoir l'imaginent tel que Gélas a pu l'écrire, plus de 200 ans en arrière. Par ailleurs, le plus notoire de ces interprètes, c'est Jonas d'Orléans, à travers des traités datant des années 830. L'Église, au Xe siècle, se veut à la fois être le corps politique, mais aussi social. Dans le même temps, cette pensée favorise la réflexion théologique, politique, et inspire la Renaissance ottonienne. Celle-ci, découlant de la politique d'Othon Ier, a donné une cohésion forte à l'Église d'Empire, resserrant les liens entre l'évêque, le clerc, et l'empereur, donc le laïc. On peut, en guise d'exemple, retenir l'étroite relation qu'entretient l'évêque de Cambrai, Gérard Ier, et l'empereur du Saint-Empire, Henri II, entre 1014 et 1024. L'investiture des évêques par des laïcs, qui revient à donner à ces derniers des possessions matérielles, un fief, un comté ou un évêché, donne le choix exclusif de l'officiant. Ainsi, à l'image d'Henri II, des empereurs comme, plus tard, Henri IV, qui régna entre 1084 et 1105, cristallisa ce que l'historiographie a retenu comme étant la querelle des investitures. Entre le milieu du XIe et le milieu du XIIe siècle, les évêques se retrouvent au cœur des conflits grégoriens malgré eux. En effet, entre le pape et les grands laïcs, il est sujet à des convoitises et sert les intérêts des deux camps. En essayant de chasser la mainmise laïque, l'Église place l'évêque dans un nouvel épiscopalisme, d'après une expression du médiéviste italien Cinzio Violante. Aux alentours de l'an 1000, l'Église s'est épiscopalisée, en tout cas, c'est ce qu'affirme en 2000 l'historien Timothy Reuter, qui oppose alors l'Europe des évêques à celle des rois et des royaumes. Cette fonction, en devenant de plus en plus importante, devient attirante pour plus d'un, et elle finit même par séduire les princes qui comprennent rapidement tout l'intérêt de nommer des proches parents ou des compagnons fidèles à de tels postes. Or, il y a un problème. Avec l'avènement de Grégoire VII en 1073, l'Église est bien décidée à réaffirmer son autorité spirituelle.
Plus encore, elle développe un nouveau discours qui occulte grandement l'héritage carolingien, c'est-à-dire deux pouvoirs, le spirituel et le temporel, qui jusqu'à présent étaient sur la même ligne. L'évêque de Rome, donc le pape, entend bien redevenir le maître en la matière. Et sur cette question, Grégoire VII n'a clairement pas chômé. En effet, en 1075, il rédige, même si elles n'ont officiellement jamais été appliquées, les Dictatus Papae, un recueil de 27 propositions, aujourd'hui conservé dans les archives du Vatican, et qui, en gros, ressemblent à des décrets juridiques. Dans celle-ci, il réaffirme ses ambitions, et, peu de temps après, en 1077, il s'attelle à humilier publiquement, à Canossa, l'empereur Henri IV. Enfin, d'un point de vue pontifical, il ne s'agit pas réellement d'une humiliation. Petit contexte, au mois de janvier de la même année, Henri IV, qui était, rappelons-le, excommunié depuis l'an passé, en 1076 par Grégoire VII au Concile de Rome, doit s'agenouiller devant le pape pour que celui-ci lève cette dernière. Il s'agit de la pénitence de Canossa. Cette excommunication a profondément divisé la chrétienté germanique, car au XIe siècle, l'héritage carolingien est fort, et beaucoup de grands du Saint-Empire s'indignent d'une telle situation. Une quantité importante de pamphlets est rédigée, et on tient beaucoup à la conception gélasienne du pouvoir. Par ailleurs, la réponse d'Henri IV ne s'est pas faite attendre, puisque la même année, donc en 1076 toujours, à Pâques, peu après son excommunication, dans la cathédrale d'Utrecht, en actuels Pays-Bas, celui-ci a jeté l'anathème sur Grégoire VII, c'est-à-dire une sorte de mise à l'index qui peut aussi s'appliquer à des idées. Mais un événement va troubler un peu plus la situation puisque, juste après cet anathème, la foudre tombe sur la cathédrale qui est réduite en cendres. Pour beaucoup, il s'agit d'une réprimande divine à l'anathème pontifical, jeté par l'empereur qui voit nombre de ses soutiens se mettre en retrait. Il rencontre au sein même de son empire donc une opposition de plus en plus importante et est carrément destitué à Forchheim, en actuelle Bavière, le 15 mars 1077 par des princes de l'opposition, en présence de deux légats pontificaux, une sorte de symbolique très forte en pleine querelle des investitures. Très rapidement, l'archevêque de Mayence, Sigeoffroy Ier, organise l'élection du duc de Souabe, Rodolphe, sacré le 26 mars. C'est le temps des anti-rois. Lorsque l'on observe les tenants et les aboutissants d'une telle querelle, l'affrontement intense qui a opposé Grégoire VII à Henri IV caractérise l'intensité des enjeux à la fois politiques et religieux. L'historien Joseph de Gélink rapporte en 1969 un total de 150 écrits rédigés en latin, mentionnant au moins une fois la querelle des investitures sur la seule période 1080-1085. À cela, il ajoute 24 libelles polémiques en provenance des deux camps. Depuis 1080, Henri IV est excommunié. Après sa victoire sur Rodolphe, anti-roi de Germanie, ce dernier se penche sur l'Italie. Ici et là dans la péninsule, des forces lui sont restées fidèles pouvant constituer un atout. Après un passage par les Alpes, il défait à Rome en 1083 Mathilde de Toscane. L'année suivante, en 1084, il provoque l'élection de Gibert, évêque de Ravenne, qu'il a lui-même nommé à cette charge en 1072, antipape, sous le nom de Clément III. Grégoire VII, le pape légitime, est quant à lui retranché derrière les murs du château Saint-Ange, situé sur la rive droite du Tibre. Le signal qui l'attend, c'est l'arrivée des Normands pour libérer Rome du joug germanique. Robert Guiscard, roi normand de Sicile, le délivre en 1085, mais au final, celui-ci meurt le 25 mai, quelque temps après. Une fois sacré, des mains de l'antipape Clément III, Henri IV, le nouvel empereur du Saint-Empire, croit farouchement à sa victoire. D'autant qu'il faut attendre 1087 pour voir l'élection d'un nouveau pape par les cardinaux. Or, ce nouveau pape, Victor III, ne règne pas plus de 10 mois. Cependant, son successeur, un moine clunisien, Urbain II, s'oppose avec vigueur à l'empereur.
La fin du XIe siècle marque un tournant dans cette querelle des investitures. D'abord, une partie du clergé de Germanie fait montre d'une opposition certaine quant à l'élection d'Antipape. De son côté, le fils de l'empereur, Conrad, duc de Lorraine, prend la tête d'un soulèvement armé en Bavière dès 1086. Il est même fait couronner roi de Germanie par les princes de l'opposition. Conrad va encore plus loin, en interdisant l'accès à la Germanie à son père entre 1093 et 1095. De son côté, l'épiscopat ne chôme pas et compte bien s'affirmer. Ainsi, en 1095, au concile de Clermont, le pape Urbain II lance à toute la chrétienté occidentale un appel à la croisade à destination de Jérusalem. Pour Henri IV, le malheur ne s'arrête pas là. L'impératrice Praxède de Kiev, son épouse, ainsi que son autre fils, le futur Henri V, s'en éloignent, le trahissent. Il est même abandonné par la noblesse germanique et Conrad, le roi de Germanie, est déposé, pas par Henri IV, mais par le jeune Henri V, son frère. Au cours de la diète de Mayence, il a été obligé d'abandonner le trône impérial au profit d'Henri V. Au final, l'ex-empereur est excommunié et il meurt à Liège en 1106. Plus à l'ouest, en France et en Angleterre, on apporte des solutions pour désamorcer le conflit, notamment grâce à l'œuvre d'évêques spécialistes du droit canon, comme Yves de Chartres. Henri V, comme l'a fait son père avant lui, décide de rentrer en conflit avec le siège pontifical, avec à sa tête le pape Pascal II, qui, plutôt, a renouvelé l'interdiction des investitures laïques, rendant la situation plus que complexe. Mais la résolution se fait en plusieurs étapes. D'abord, en février 1111, les deux individus parviennent à signer le Concordat de Sutri, né de la réflexion de Pascal II. Ainsi, avec la signature de ce texte, les relations entre l'Empire et l'épiscopat sont, dans les faits, et pour quelque temps, définitivement rompues, ce qui a entraîné des conséquences jusqu'à présent inédites. En effet, pour la première fois depuis les années 1070 et le début de la querelle, l'empereur renonce à la prérogative des investitures laïques. De leur côté, les évêques font le choix de renoncer à leur régalia, c'est-à-dire les possessions qu'ils tenaient de leurs charges administratives au sein de l'Empire. Si elle semble s'apaiser, la situation dégénère de nouveau d'un coup d'un seul. Le 12 février 1111, alors qu'a lieu la cérémonie du couronnement d'Henri V, l'assemblée des évêques devient extrêmement bruyante. Le souverain germanique proteste, le pape refuse de le couronner, ce qui semble être un point de non-retour. Il fait emprisonner le pape, l'oblige à le couronner et promulgue les accords du Ponte Mumolo. Désormais, il peut investir des évêques comme il le souhaite, sans limite de temps et de nombre. Le siège pontifical décide de répondre. Un an plus tard, en 1112, le concile de Latran ignore chacune des concessions faites pendant la captivité du pape. Le clergé germain se range même de son côté, et à l'est, les Saxons s'insurgent. En 1114, Henri V est excommunié. Pour autant, ça ne l'empêche pas d'incorporer les anciennes possessions de Mathilde de Toscane à l'Empire. En 1118, Gélas II succède à Pascal et fait le choix de refuser la rencontre avec Henri V, qui, sur place à Rome, fait élire un nouvel antipape, Grégoire VIII. Le conflit des investitures, qui perdure depuis les années 1070, a au final lassé bon nombre d'acteurs. En 1119, Calixte II, le successeur de Gélase, entame des négociations avec les prélats germaniques et l'empereur qui, à ce moment-là, n'aboutissent pas. Alors que la résolution du conflit est au point mort, en 1122, c'est la signature du Concordat de Worms. Henri V, absous sans pénitence, renonce finalement et définitivement à l'investiture par la crosse et l'anneau. Pour un temps au moins, la papauté a réussi à soustraire de la domination des laïcs les clergés occidentaux. Et pour l'Empire, ce compromis est vécu comme une véritable défaite qu'il faudra tôt ou tard laver. Et, pour autant, comme on le disait, cette résolution est temporaire, car dès 1154, les hostilités sont relancées par la lutte du sacerdoce et de l'Empire, opposant, pour un siècle au moins, les empereurs du Saint-Empire à la papauté.
Mes chers amis, c'est déjà la fin de ce 15e épisode de Leçon d'Histoire. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et à partager, à liker cet épisode. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, @bazarhistorique. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et mercredi prochain pour le nouvel épisode de Leçon d'Histoire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Bazar Historique. Ciao.